conclusion, je vais vous montrer quelques exemples de glossaires réels. Ce glossaire qui est très long est un glossaire purement sur un sport, sur le cyclisme. Chaque colonne, chaque rangée plutôt, correspond à une langue. Et c'est un travail que j'ai réalisé personnellement parce que j'interprétais pour France Télévisions et dans les 4 langues dans lesquelles je travaille. Et je voulais à tout prix pouvoir, en consultant mon glossaire, tout de suite savoir quelle était la langue de la ligne en question. Parce que parfois, je ne sais pas si on a des exemples, mais j'avais des entrées différentes selon que le terme était utilisé en anglais ou en français ou en espagnol. Et en bas, donc ça c'était la partie bilingue. Donc j'avais l'anglais-français, inversé le français-anglais. Et donc ça représente un travail de longue haleine parce que c'est quand même, ça ne se réalise pas en un jour. Mais c'est un travail qui est indispensable si on travaille si on interprète ou on traduit dans un domaine très, très précis, comme par exemple le cyclisme. Et j'essayais de couvrir tout, y compris bien sûr les expressions, le jargon par exemple, du cycliste. Je vais vous montrer un autre exemple. Ça, c'est mon glossaire olympique. Il y a très souvent des répétitions, mais avec des références différentes en colonne 3, voire en colonne 4 d'ailleurs. Ça a le mérite de me laisser un choix. Je ne supprime pas une entrée, mais si j'en trouve une version différente dans le cadre d'une autre édition des Jeux, par exemple, je mets les deux, je garde les deux, parce qu'ainsi, ça me permet d'avoir une référence, la terminologie étant assez évolutive dans le domaine sportif et olympique en tout cas. Là, c'est l'exemple, je ne sais pas si cette fois-ci à Sochi, on aura la même chose, mais traditionnellement aux Jeux olympiques, tous les 2 ans, donc hiver et été, l'INSEP faisait un glossaire en liaison avec le comité d'organisation. Donc ça a été le cas à Atlanta pour moi, ça a été le cas à Salt Lake. Mais le problème qu'il y avait, c'est que ce glossaire qui est intéressant, avec participation des ministères, etc., l'OIF n'y était pas encore, mais aujourd'hui elle y est, je pense. Et ce glossaire, le grand problème que moi j'ai vécu à plusieurs reprises, c'est que c'était une simple reprise du glossaire de l'édition précédente, avec pratiquement aucune élimination de termes qui n'avaient pas leur place, et surtout, dans la mesure où à l'époque, ça l'est peut-être encore aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, c'était à la fois imprimé et sur CD-ROM. Et pour l'impression, les besoins d'impression, ils exigeaient que le glossaire, que la version apportée et complétée par le comité d'organisation soit prête à peu près 1 an avant les Jeux. Or, la plus grosse masse de traduction et donc de compléments terminologiques était finalement dans les 3 mois précédant les Jeux, là où on a vraiment tous les manuels à rédiger et à traduire. Et donc, par le simple fait qu'ils nous demandaient toujours de terminer cette terminologie trop tôt, il n'y avait rien de nouveau, rien de pertinent. Et par exemple, dans ce genre de glossaire, il n'y a aucune phraséologie, il n'y a pratiquement aucun des éléments argotiques, par exemple, qu'utilisent les sportifs. Ils utilisent leur propre jargon. Et ça reste, c'est utile, mais ça reste insatisfaisant parce que ce n'est pas le genre de choses qui vous servira à interpréter correctement si vous vous trouvez face à un concurrent qui vient de terminer une épreuve. Il y a pas mal de choses que je vais vous remettre, bien sûr, mais je ne voulais surtout pas vous donner trop de choses avant qu'on en parle. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Il y a par exemple, ça c'est le glossaire ou les glossaires qui ont été composés à l'occasion des Jeux de Vancouver. Donc il y a énormément de choses, il y a la définition, mais c'est un peu comme le glossaire qu'on vous a remis hier, celui qui est à base de terminologie du journal officiel. C'est très bien, c'est correct, ce sont des termes qui sont utilisés,
mais ce ne sont pas les termes qu'utilisent en général les athlètes. Dans la presse, vous avez plus de chance. La presse citera, imaginons qu'il y ait demain une Coupe du Monde, ou ce week-end une Coupe du Monde, il y aura des interviews des vainqueurs, et en général, les interviews sont citées texto. Donc, vous trouverez quand même du jargon. Vous pouvez aussi peut-être contacter les fédérations, la fédération française. Vous savez, le monde du sport ignore un peu les besoins des linguistes que nous sommes. Mais j'ai toujours découvert, à chaque fois que j'ai eu un problème au moment des Jeux, que quand on leur demandait de l'aide, ils étaient présents. N'attendez pas la mi-janvier, parce que là, ce sera l'effervescence. Mais si vous y prenez avant Noël, et bien avant Noël, pour leur demander gentiment, est-ce que vous auriez de la terminologie, ou pourriez-vous nous donner quelques 20 expressions type des skieurs ou des snowboarders, je crois qu'ils vous donneront satisfaction, ou en tout cas vous indiqueront peut-être où trouver ce que vous cherchez. Donc les Canadiens ont fait pas mal de choses. Le seul petit défaut, c'est que les Canadiens n'ont pas toujours le même choix de termes que nous en Europe. Ce qui est acceptable pour certains sports, par exemple le hockey, finalement le hockey sur glace européen n'est quand même pas grand-chose par rapport au hockey sur glace québécois. Donc pourquoi pas, que ce soit eux qui font la pluie et le beau temps terminologique, c'est tout à fait acceptable. Parfois, il y a des termes, il y a peut-être un abus, mais il y a des raisons historiques et des raisons culturelles et politiques. Il y a parfois un abus de la part des Canadiens de certains termes français à tout prix. L'exemple du short track. Les Français, le championnat de France s'appelle le championnat de France de short track. Les Canadiens insistent sur le patinage de vitesse sur courte piste, et non pas piste courte, d'ailleurs, je crois. Donc, ce sont des petits détails. Ça ne vous empêchera pas de faire un bon travail, d'ailleurs, de toute façon. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, et les Canadiens ont fait beaucoup de choses dans ce domaine. Pour l'allemand, réellement, faites le travail de recherche, parce que l'allemand est un grand sport olympique pour les Jeux d'hiver. Je dirais que c'est pratiquement la moitié des interventions. Bon, il y aura le russe aussi, puisque c'est en Russie, mais c'est la moitié des interventions en langue autre que russe de la part des athlètes sera en allemand, autrichien, suisse et allemand.